Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre et faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Si vous me suivez un petit peu, vous connaissez mon goût pour l'organisation efficace des parties, la mise en scène et donc les vertus que j'accorde à une bonne préparation. Je suis d'ailleurs allé assez loin sur ce sujet récemment avec ma vidéo qui s'appelle « Scripter vos parties, c'est bien », dans laquelle j'explique en somme et à force de détails et d'exemples quand même qu'il faut, à mon sens, scripter des situations et non des déroulements. C'est-à-dire qu'on parle de script au sens jeu de rôle du terme qui va permettre le jeu plutôt qu'un script au sens cinéma où chacun des déroulements et des dialogues est préécrit, bien entendu. C'est donc à l'opposé du dirigisme puisque l'objectif est de préparer, de scripter des situations suffisamment ouvertes et suffisamment complexes justement pour qu'il y ait de multiples décisions possibles et donc que la liberté des joueurs et leur impact soient exacerbés. C'est ça l'objectif. Pour autant, il se trouve que cette vidéo a induit plusieurs personnes en erreur sur l'idée que tout serait scripté, écrit par avance. Ceci est exacerbé par le fait, d'après ce que j'ai compris en creusant un petit peu, que certaines de ces personnes-là écoutent aussi mes actuels plays et m'expliquent que la fluidité narrative que l'on ressent à l'écoute, et je les remercie pour ce compliment, et c'est aussi le but de ma devise sur la chaîne, eh bien, les laisse penser, en plus de ce que je dis dans mes capsules, que tout est préécrit d'avance justement et que parfois tout est même écrit en collaboration avec les joueurs, avec même parfois des dialogues qui seraient écrits par avance. Alors, je dois dire que les petites blagues qui circulent sur mon Discord au sujet du fait que je transmettrais les scripts en amont à mes joueurs, ils sont peut-être aussi pour quelque chose, mais tout ça, finalement, mène parfois à une certaine incompréhension. Et je me suis récemment retrouvé plusieurs fois à jouer avec ces personnes-là qui veulent adopter un petit peu ce style narratif et à faire des retours opposés à ceux que je faisais encore il y a un an. C'est-à-dire que je vais dire, bien, ça semblait un petit peu trop scripté, on sentait que les choses étaient un peu trop lues, que les dialogues étaient préécrits et que tu avais du mal à te départir de ce qui était préparé en amont, et que donc on perdait en agentivité, en impact, en pouvoir de décision. Et ces gens-là, eh bien, très modérément bien sûr, mais se sentent quelque peu trahis, parce que je suis la dernière personne de laquelle ils attendaient ce genre de commentaires. Par conséquent, aujourd'hui, je voudrais clarifier et je vais vous montrer l'envers du décor, c'est-à-dire mes notes en prenant quelques exemples et en passant en revue ces notes dans le détail. Ça sera mis en perspective avec ma vidéo sur les scripts que je vous mets en description. Je vous invite à aller la visionner d'abord. Allez, je vais vous inviter, une fois n'est pas coutume, à regarder la vidéo puisque là, je vais vraiment vous montrer mes notes. Et on va commencer avec un premier exemple, un exemple que je détaille déjà dans ma première vidéo sur les scripts. Mais justement, j'ai fait exprès de reprendre la même pour que vous puissiez mettre en perspective avec ce que j'expliquais dans la première vidéo et donc les notes que j'avais pour cette session-là. Je vais donc vous rappeler ce dont il s'agissait. Il s'agit d'un voyage, d'une traversée plus précisément, d'une forêt dangereuse. Les joueurs avaient décidé en amont de se rendre à un endroit particulier, dans un village qui se trouve une sorte de comptoir commercial loin dans une forêt qui s'appelle le Bourbier. Donc déjà, la préparation de cette session, il faut bien comprendre, elle est issue d'une décision des joueurs d'aller à cet endroit avec un guide particulier qu'ils ont choisi et d'une manière bien particulière. Donc moi, j'ai préparé déjà en fonction d'une décision. Ensuite, les joueurs ne connaissent rien de cette forêt. Ils n'ont rien à y faire. Ils veulent juste la traverser. Donc eux-mêmes n'ont pas d'informations sur quoi faire dans cette forêt. Ils veulent aller d'un point A à un point B. Donc il ne tient qu'à moi d'utiliser cette session pour leur faire vivre quelque chose de palpitant, parce que là, dans la forêt, eux n'ont rien, ils n'ont pas de point d'ancrage. Justement, il me revient de créer de potentiels points d'ancrage, de créer de l'exposition interactive où ils vont prendre connaissance des lieux, des différents belligérants, etc. Tout ça en les exposant à des situations ouvertes et complexes. Donc c'est une session qui est construite d'une manière linéaire, c'est-à-dire que chaque situation, vous allez le voir, intervient d'une manière chronologique prédéterminée. Donc les situations au sens large du terme vont être scriptées. En revanche, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, les situations elles-mêmes sont suffisamment ouvertes pour que ça ait des impacts. Donc ce n'est pas parce que l'enchaînement des situations est lui scripté qu'à l'intérieur ça l'est. Et vous allez aussi voir, je l'espère en tout cas, que dans mes notes, il n'y a pas vraiment grand-chose qui est retranscrit tel quel. Donc on va les passer en revue ensemble. L'expédition donc commence par une situation qui s'appelle le chariot enlisé. Vous voyez, j'ai un petit paragraphe qui expose rapidement
ce qui se passe au départ, ils sont en train de faire leur premier pas dans le bourbier, guidés par Eudes, qui est leur guide. Et vous voyez, je mets simplement entre parenthèses Eudes qui peut leur poser des questions ou répondre à leurs questions en donnant des infos sur Pont-du-Palu, qui est leur destination. J'ai pas de dialogue particulier, je sais juste que ce moment-là, pour les premiers pas dans le bourbier, peut servir à ça, il peut y avoir une interaction. J'ai aucune précision. Donc toute interaction que vous entendez dans cet actual play, d'ailleurs je vous mettrai le lien en description si vous voulez écouter toute cette session-là, je le remettrai en description, eh bien ce n'est pas préécrit. Simplement je donne une fonction au PNJ, et donc il peut s'intéresser à eux, tout ça, ça vise à créer une sorte de relation. Et donc après cette petite introduction, le groupe est appelé à l'aide par un homme dont le chariot transportant des denrées alimentaires, graines, viandes, légumes en provenance de la tenure de Malva et Basile, peu importe de savoir ce que c'est, moi j'ai mis un point d'interrogation, je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça vient de là, rien de plus. Et donc ce chariot va à destination de Pont-du-Palu, c'est-à-dire la même destination que les joueurs. Et il est enlisé dans la vase. Il est en train d'y disparaître très lentement avec toute la cargaison. Et j'explique donc que son équipe essaye de sauver ce chariot, mais que c'est difficile. Et les chevaux, eux, ils sont en train de tirer, là ce que j'indique, le chariot pour pouvoir le sortir de ce piège naturel de cette vase, mais donc ils sont en train de se fatiguer. Et donc vous voyez, en un paragraphe, je m'explique à moi-même, en réalité, la situation. C'est compliqué et on voit qu'il y a en plus une sorte de compte à rebours parce que les chevaux vont finir par se fatiguer. Ils vont pas réussir à le retenir longtemps, ils n'arrivent pas à sortir le chariot du piège naturel. Donc je le dis d'ailleurs, ils vont néanmoins se fatiguer si rien n'est fait. C'est la notion de compte à rebours. En un petit paragraphe qui ne détaille rien de mes descriptions, je n'ai rien à lire, je m'explique à moi-même ce qu'est la situation et comment je vais pouvoir potentiellement la présenter aux joueurs. Et donc, j'ajoute même qu'il y a une personne qui peut être coincée sur le chariot et qui ne peut pas sauter parce qu'autour il y a de la vase, etc. Et donc, c'est l'un de ces marchands qui va surgir sur le chemin et appeler les joueurs à l'aide. D'accord ? Là, je vais me lister quelques dénouements possibles parce que je vais me projeter. C'est toujours ce que je fais. J'essaie de me projeter pour anticiper qu'est-ce que je ferais à la place des joueurs, qu'est-ce qui peut être possible. J'essaie de m'offrir plusieurs dénouements possibles parce que ça va m'encourager à ouvrir la situation, de sorte qu'il y ait plusieurs choses qui puissent se passer. Déjà, ça, c'est le piège, justement, à toujours éviter. Il faut prendre en compte le fait que les joueurs, parfois, ils s'en fichent de ce que vous présentez sur leur chemin. Donc, j'ai totalement intégré le fait qu'ils puissent abandonner ces gens-là à leur sort. Pour autant, je ne voulais pas que la préparation de cette situation ne serve à rien. Donc, en écrivant ça, je m'aide en fait à réfléchir à l'impact que pourrait avoir le fait qu'ils les abandonnent à leur sort, que ça serve quand même à créer du jeu quelque part s'ils les abandonnent. Donc j'y reviendrai, je liste ça. Ils peuvent les abandonner. Ne pas les aider parce qu'ils pensent que ce sont peut-être des bandits. Ils peuvent tenter de sauver une partie de la marchandise pour venir la chercher plus tard, mais ils risquent de la trouver périmée. Ah oui, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ou trouver un moyen de sauver le chariot. Et là, entre parenthèses, je me mets juste capacité d'ingénieur d'Eleanor. C'est l'une des joueuses, elle a un personnage qui est ingénieur, et je me dis que c'est une occasion pour elle de briller, d'utiliser les ressources naturelles pour construire, confectionner quelque chose, un équipement de fortune qui pourrait aider à sortir le chariot. Je ne sais pas comment, je lui laisserai la liberté d'y penser elle-même, mais je me dis, voilà, c'est une occasion pour ce personnage de briller. Et donc, là, je sais que pour les aider, si jamais ils veulent aller dans cette voie-là, il faudra aller chercher du bois et réaliser une construction de fortune. Ils ne vont pas le faire avec rien. Donc, je sais qu'ils vont devoir un petit peu explorer la zone autour du chariot dans les bois. Et là, ça peut me permettre d'y mettre quelques dangers. Donc, voilà les dénouements possibles. Vous voyez qu'il n'y a presque rien d'écrit, mais simplement ces éléments, ça ouvre complètement une situation. Ensuite, je me mets quelques petites informations secrètes à découvrir. Je ne sais pas quand elles seront découvertes, je ne sais pas si elles seront découvertes, je ne sais pas exactement comment elles seront découvertes, mais en tout cas, j'ai connaissance de ça. Il se trouve, un peu d'historique, que la cargaison doit être réceptionnée par Odo Pied-Follet. Alors, je vous dis, ceux qui n'en sont pas là dans ma campagne, je vous spoil un petit peu, mais c'est pas grave. Odo Pied-Follet, dont les cuisines, donc il est à Pont-du-Palu, lui, leur destination, alimente le comptoir commercial, donc Pont-du-Palu, mais également le cantonnement, c'est un autre endroit du Bourbier. Bref, je lui donne une importance à ce Odo Pied-Follet, il a un rôle à jouer, c'est un premier élément d'exposition. Et le chariot, en plus de contenir des denrées, il a un chargement de rêve bleu, qui est une drogue, non, alors ça n'a rien à voir avec Aladdin, je ne connaissais pas cette référence quand un des joueurs m'a donné le nom pour cette drogue, peu importe. Et donc, c'est une contrebande qui est planquée dans la cargaison. Parce que Odo, il en fait un commerce illégal
auprès des clans, les clans qui vivent dans le bourbier. Alors, en tout cas, c'est ce que j'avais mis à l'époque. Il se trouve que ça a changé, c'est plus du tout auprès des clans qu'il le fait, mais peu importe. Et donc, il en fait aussi commerce au cantonnement du Bourbier, pour les spadassins, pour l'armée, etc. Bon, peu importe. Et donc, je l'indique, ça donne une possibilité à Odo, ça peut devenir un bon maillon de leur chaîne, parce que les joueurs sont là aussi pour trouver de la résine dans le Bourbier. In fine, c'est ça leur objectif. Après, ils vont devoir la transporter, tout ça. Et donc, ce Odo peut devenir un allié, parce qu'il connaît le Bourbier, il est bien implanté, il a des moyens de transporter, donc ça pourrait leur donner des idées pour plus tard. Mais il pourrait aussi devenir un ennemi ou un rival, surtout s'il n'aide pas à récupérer sa cargaison. Donc vous voyez, on est dans une situation où il y a un secret à découvrir, il y a quelque chose de planqué là-dedans, et on a Odo, un PNJ qui va pouvoir intervenir d'une manière indirecte à un moment, soit comme ennemi, soit comme rival, soit comme allié, que sais-je, du fait de cette situation. Donc cette situation va avoir un impact en fonction de la manière dont elle se déroulera. Mais je ne sais pas comment elle se déroulera, je me mets juste des petites graines, je plante des graines. Je me mets quelques notes ici. Tandis que les personnages cherchent ce dont ils ont besoin pour aider, ils peuvent voir des traces fraîches d'humanoïdes, voire même en apercevoir dans la forêt. Découvrant donc peut-être qu'ils sont observés. Je vois qu'il y a quelques fautes, ce sont mes notes, je ne relis pas mes notes, donc s'il y a des fautes, peu importe. Donc là, j'indique que s'ils vont dans la forêt en cherchant du bois pour construire quelque chose ou autre, peu importe d'ailleurs ce qu'ils y font, ils peuvent, mais pas forcément, découvrir des traces fraîches, ce qui peut leur indiquer qu'ils sont potentiellement observés, suivis peut-être par des claniques. C'est une possibilité. Donc en tout cas, des personnages qui iraient explorer, je pourrais les faire tomber là-dessus ou leur faire un test pour voir s'ils réussissent à le trouver et valoriser un personnage un petit peu forestier pour trouver ça. Ce qui peut ensuite leur permettre de prendre leurs précautions. Tandis qu'ils cherchent, vous voyez, je rajoute quelque chose, ils pourraient être pris par une liane et traînés par une plante carnivore. Ça, c'est un truc que j'avais déjà mis en place dans un flashback, donc ça sortirait pas de nulle part. Il y a parfois des lianes qui se baladent un peu bizarres, qui vous saisissent et qui vous amènent vers une plante carnivore ou même pas, qui vous simplement une liane qui vous contamine par un champignon. Peu importe, je me mets des petites idées pour dynamiser les choses si jamais ça arrive à un moment. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si ça va intervenir, et d'ailleurs, ça n'est pas intervenu, en tout cas pas dans cette scène du chariot enlisé. Bon, c'est tout. Voilà, la scène du chariot, c'est tout ça. Vous voyez, ce que je surligne là, ça n'est que ça. Et elle a pris une partie importante de la session. Ça s'est déroulé d'une manière très dynamique. En tout cas, je vous invite à aller l'écouter. Et je n'ai pas besoin de plus. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'écrit, je ne lis rien. Et la scène, finalement, est complètement ouverte. Je ne sais pas réellement où elle va mener, mais j'ai des éléments avec lesquels je vais pouvoir jongler. Ensuite, une fois que cette scène-là, elle est résolue d'une manière ou d'une autre, je vais passer à une autre scène, feu de camp nocturne et attaque de nuit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je sais qu'ils mettent plusieurs jours pour traverser, forcément, ils vont avoir un moment où ils vont se poser sur un feu de camp. Donc oui, c'est obligatoire, ça va arriver. Et je sais qu'ils seront attaqués par des claniques, ceux dont ils ont potentiellement vu les traces. D'accord ? Donc, je sais qu'il va y avoir cette scène-là. Mais regardez, je me suis mis une petite flèche avec flashback, Céleste recueille Forkis. J'ai prévu un flashback que j'ai noté dans mes d'autres intercalaires. Et donc, je vais pouvoir, probablement avant le feu de camp, quand ils vont marcher jusqu'à leur prochaine étape, je vais faire un flashback pour un des personnages, Forkis, parce que marcher dans le bourbier, ça lui rappelle son enfance et un moment particulier de son enfance. C'est de l'exposition, c'est du flashback. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous connaissez mon goût pour les flashbacks. Et là, je l'ai mis dans une autre intercalaire de mon OneNote. Je clique sur flashback et vous voyez, il est là. Et le flashback, c'est un seul mini-paragraphe où j'explique ce qui se passe. Je peux vous laisser lire, je ne vais pas le lire là, ça ne sert à rien. Mais en un rien de temps, je sais ce qu'est le flashback. Je vais le laisser interagir dedans, il va le vivre, ça ne va pas durer très longtemps. Et hop, on l'a placé à ce moment-là. Puis je reviens à l'expédition. Et donc, on arrive au feu de camp. Et j'explique qu'il soit seul ou en compagnie de l'équipé du chariot. Donc déjà, je me note la possibilité que ce feu de camp, il soit seulement entre eux ou avec l'équipé du chariot, parce que s'ils les ont aidés, eh bien, les contrebandiers vont les inviter à partager leur feu de camp. Et les joueurs peuvent ou non accepter, donc les deux possibilités sont là. Ils vont monter le camp, ils peuvent s'entretenir, donc j'ouvre un peu le jeu s'ils veulent avoir du roleplay et tout ça, ils peuvent le faire à ce moment-là. Et puis, ils vont entendre différents bruits d'animaux, ils peuvent se sentir observés, il y a un ennemi qui va tenter de les diviser,
quelques Belgae, donc c'est les claniques qui veulent les attaquer, vont les attaquer vêtus de leur masque de monstre, de dents de sanglier, de leurs pattes griffues, ou en leur lançant des javelots. Vous voyez, je me mets quelques éléments contextuels dont je vais pouvoir me servir. Il suffit de pas grand-chose pour peindre quelque chose de précis qui va créer une association entre certains éléments et cette peuplade que sont les Belgae. Vous voyez, il n'y a rien. Je sais qu'ils vont être attaqués. Ce que je n'ai d'ailleurs pas écrit ici, c'est qu'il se trouve qu'à un moment, lorsqu'ils vont dormir, il y en a qui font des tours de garde, il y a une des joueuses qui a aussi eu une sorte de... C'est pas vraiment un flashback, en fait, elle s'est retrouvée, elle s'est réveillée, elle a fait une crise de somnambulisme. Bon, voilà, et elle a vu quelque chose. Je ne l'ai pas noté ici, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait intervenir aussi à ce moment-là. Et donc l'attaque, elle a lieu quand elle est séparée du groupe. C'était un petit twist en plus. Et donc comment se déroule l'attaque? J'en sais trop rien. Donc j'ai mis tentative de séparation du groupe, plusieurs défis entre guillemets possibles. Donc je me mets des options, je me crée une boîte à outils. Donc la bête attaque. Les Belgae, ils contrôlent une bête. Voilà, peu importe, j'en dis pas plus. Et on en a déjà parlé d'ailleurs. Et cette bête peut attaquer. Et je donne quelques éléments. Elle va s'attaquer d'abord à des éventuels PNJ, comme l'équipé du chariot, mais elle pourra saisir un PJ à la jambe et le traîner sur plusieurs mètres, sans qu'il puisse savoir ce que c'est, parce que je veux garder un mystère. Et puis s'il n'arrive pas à s'en sortir, il peut même être emmené au fond du lac qui se trouve pas loin. Et vous voyez, en plus, je m'en sers pour contextualiser et développer un peu l'environnement. C'est tout, j'ai pas besoin de plus. Escarmouche avec les Belgae. Des PJ isolés peuvent être attaqués par des Belgae au corps à corps. Si l'un des Belgae découvre les tatouages de Forkis, il pourra le confondre avec celui qui est porteur de l'essence de Donia. Là, je suis en train de vous spoiler à mort, mais c'est pas grave. Tant pis. Bref, je me mets des possibilités, des choses qui peuvent interloquer les Belgae si jamais ils ont pris à partie des personnages joueurs. Il se trouve que ça s'est pas passé d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est là au cas où. Encore l'attaque d'une plante carnivore avec une liane pendant le combat qui intervient. Je sais plus si c'est intervenu, je suis plus sûr honnêtement. Mais je m'étais mis une possibilité. Un piège à loup. Peut-être qu'un PJ, à moins de réussir un test, va se prendre le pied dans un piège à loup ou un piège posé par un autre guide dont ils ont entendu parler qui pourrait intervenir à ce moment-là. Hop, qui est en plus donc Armis qui connaît aussi Forkis parce qu'ils se côtoyaient il y a des années lorsqu'ils venaient du même village. Et en plus, il a des chiens avec lui. Vous voyez, c'est des éléments comme ça que je peux faire intervenir. Et il se trouve d'ailleurs que j'ai fait intervenir ce Armis avec ses chiens à un moment, en fin de combat, lorsque Eleanor, qui est l'une des PJ, s'était écartée du groupe. Et ça a donné quelque chose de très inattendu, justement, parce qu'elle elle a réussi à tuer un des Belgae et elle s'est équipée des griffes du Belgae. Et donc, lorsqu'elle a été surprise par Armis et ses chiens, et les renforts inattendus que vous voyez ici, que j'ai notés, qui sont une troupe d'un royaume en particulier qui peut intervenir là, parce qu'ils traquent la bête, donc ils ont une raison d'être là, eh bien, ils l'ont confondue avec une Belgae. Donc, elle s'est d'abord fait attaquer par les chiens. Elle a été très blessée d'ailleurs. Elle en a même eu de la fièvre et ça a eu un impact très fort parce que c'était complètement imprévu. Et lorsqu'ils sont arrivés à Pont-du-Palu, qui est l'étape d'après, comme vous pouvez le constater ici, eh bien, les choses se sont passées d'une manière qui a été impactée par ça parce qu'elle a d'abord été emmenée au dispensaire. Donc, elle a rencontré des PNJ du dispensaire parce qu'elle a dû être prise en charge justement parce qu'elle avait de la fièvre et que les blessures des chiens l'ont amenée à ça. Il se trouve qu'elle a blessé le chien, en plus, et que le chasseur lui a donné le chien pour qu'elle puisse le soigner à Pont-du-Palu. Et c'est devenu son chien à elle. Donc vous voyez comme quoi, des petits trucs comme ça placés ici n'excluent pas le fait que de l'inattendu puisse se produire. Au contraire, plus on a une boîte à outils remplie, plus on peut piocher dedans, plus il y a de variables, et donc plus on peut être surpris, paradoxalement. Et donc, voilà, ce truc se déroule d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas grand-chose dedans, il n'y a pas de texte à lire. Et une fois que ça s'est terminé, suivant comment ça se termine, eh bien, on arrive effectivement à Pont-du-Palu. Et comme le personnage de Forkis revient à Pont-du-Palu après des années, je lui déclenche un petit flashback ici. Mais il semble, d'après mon souvenir, je ne suis plus sûr, mais que la session s'est terminée lorsqu'ils sont arrivés à Pont-du-Palu avant le flashback. Donc voilà pour ce script. Il n'y a rien de plus, ça a tenu toute une session et c'était une session mémorable, les joueurs ont adoré. Oui, il n'y a pas grand-chose d'écrit, mais il y a suffisamment de matière quand même. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas, il y a rien à lire. Ce sont des éléments, c'est de la matière dans laquelle on peut piocher et ensuite il faut s'adapter et rebondir en fonction de ce que font les joueurs et faire un mélange de ce qui se passe et des décisions des joueurs et de ce qui est préparé en amont
permet d'improviser facilement et d'arriver à des choses inattendues, intéressantes, de créer du jeu. Et donc après, ils sont arrivés à Pont-du-Palu, ils ont rencontré Odo, ils avaient aidé les membres du chariot, donc ça a été plutôt favorable et tout ça a eu un impact considérable. Maintenant, je vais vous prendre un second exemple, et ça sera le dernier, d'une scène qui se déroule dans la première session de ma campagne actuelle, le ciel ici-bas. Et c'est une scène qui, pour le coup, fait partie des scènes les plus scriptées. Là, j'ai écrit des choses à lire et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je voulais quand même vous le montrer. Mais vous devez comprendre que c'est une exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Et vraiment, ça fait partie des choses les plus scriptées que je peux faire. Donc, c'est le maximum. Ça ne va jamais plus loin que ça. Là, on est vraiment sur le plus de script que je peux faire. Et il y a une raison. Vous allez voir pourquoi. Je pense que c'était intéressant de vous en parler. Donc, c'est dans des flashbacks. Alors, ce n'est même pas vraiment des flashbacks parce que c'est dans la première session et ça se passe, c'est des scènes qui sont jouées du passé, mais on n'a pas encore joué le présent. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça des flashbacks. Peu importe, en réalité, ça montre le passé des personnages. Et il se trouve que dans le ciel ici-bas, donc Eleanor c'est une ingénieure et elle travaille sur un matériel, un engin très particulier qui s'appelle le concentrateur de radiance, qui permet d'utiliser d'une manière encore plus efficace, enfin qui permettrait d'utiliser d'une manière très efficace l'énergie pourpre, qui s'appelle aussi la radiance. C'est un peu l'énergie, le genre d'électricité de l'époque, d'accord? Et ça va être un élément central de la campagne, puisqu'il déclenche en fait la campagne, parce que le problème de ce concentrateur, c'est qu'il n'est pas stable. Et donc, il finit toujours par risquer d'exploser, et c'est tout le problème, parce que justement, après, le groupe va partir pour aller en recherche d'une substance qui pourrait aider à la stabilisation. Vous voyez, c'est important. Et donc, c'est une scène qui a plusieurs objectifs. Déjà, elle montre ce que fait Eleanor. Elle montre aussi qu'Eleanor connaît un des autres joueurs qui est donc Alibert, comme vous pouvez le voir ici dans mes notes, parce qu'ils travaillent ensemble. Et donc, ça vise à leur faire vivre à un moment de leur quotidien, de ce qu'ils font actuellement, ou de ce qu'ils faisaient, c'est pas vraiment un flashback, mais de ce sur quoi ils travaillent. C'est de l'exposition sur ce concentrateur pour expliquer à quoi il sert, et en même temps pour leur donner l'occasion de vivre ça, de briller pour montrer ce que font ces personnages. Ils travaillent dessus. Et je voulais, en plus de l'exposition, faire de cette scène d'ingénierie, de test, de laboratoire, quelque chose de palpitant qui a du rythme et qui ressemble un peu même à une scène d'action. Et donc, il fallait, pour pas que ce soit un truc vide où les joueurs n'aient rien à faire, il fallait que je me crée des étapes dans ce déroulement. Parce que de créer de la densité, en fait. Parce que si je ne crée pas d'étapes, s'il n'y a pas de phase, je ne vais pas réussir à donner du rythme. Il faut que j'enchaîne et qu'on ait l'impression d'avancer dans le processus d'ingénierie et de test. Je voulais mettre de la tension. Et en même temps, je voulais qu'ils visualisent bien ce qui se passe. Et donc, il fallait que je sois efficace dans la manière dont j'allais parler, que je sois rapide. Et donc, c'était important que j'écrive tout ça, que je le condense, alors d'une manière qui puisse être déclamée, mais c'était important que j'utilise des bons mots de vocabulaire. Et donc, c'est pour ça que c'est une scène très écrite. Pour autant, les joueurs peuvent quand même en prendre possession et peindre la scène. Donc, on va passer ça en revue. Donc, tout d'abord, regardez tout en haut. On était sur une autre scène de flashback. Et à la fin, c'est dans un camp militaire. Et à la fin, je dis, là, le feu de camp crépite. Et je mets transition vers une torche qui brûle dans le laboratoire. Parce qu'en réalité, donc vous voyez, je ne vais même pas le lire comme ça, je ne vais pas dire transition d'une torche qui brûle. En réalité, à un moment dans le flashback, je vais dire à Argale, et ton regard est plongé perdu alors que tu penses à ça, ou alors que tu viens de dire ce que tu viens de dire, peu importe, je rebondis. Ton regard se perd dans le crépitement des flammes, ces flammes qui crépitent comme les flammes des torches brûlant dans le laboratoire souterrain de Carnandras. Et hop, on passe comme ça, c'est un moyen de faire une transition vers un autre flashback. Et là, on n'est plus du tout au même endroit, plus avec les mêmes personnages. Un crépitement conjoint au grésillement aussi magique qu'étrange émis par la radiance. Cette énergie pourpre contenue comme la foudre dans un réceptacle sphérique, relié à un réseau complexe de tubes métalliques qui se rejoignent tous à un énorme corps central de forme cylindrique. Le prototype du concentrateur de radiance, une invention technologique révolutionnaire capable de recevoir d'énormes charges de radiance pour la rediriger en masse vers des appareils secondaires afin de les faire fonctionner. Chose actuellement impossible de par la nature instable de cette énergie issue du lac d'essence pourpre. Donc ça, il faut que je l'écrive.
parce que ça permet de le déclamer. Oui, on va savoir que c'est lu, mais au moins il y a toutes les informations nécessaires pour les joueurs. Donc là, je le dis. Et là, je vais commencer à rendre les choses actives. Vous voyez, on a un des personnages qui parle, Demian, qui est le frère d'Eleanor. Demian se met à parler de sa voix, de sa douce voix, peu importe, je ne sais pas comment je l'ai dit exactement à ce moment-là, mais je n'ai pas tout noté. Mes calculs ont été corrigés selon tes directives, Eleanor. Les dosages dans les réservoirs ont été réajustés. Prêt. Balthazar, le maître des alchimistes, ce vieil homme d'environ 65 ans, vous regarde de son regard pénétrant, peu importe, je ne sais plus comment je l'ai fait, là c'est un peu ridicule. Test numéro 13 du prototype de concentrateur de radiance autorisé. Amicia, la jeune assistante, fille du marchand mineur Hans Krieger et femme du maître de l'ordre du manteau de Saint-Léonard. Clovis Bélaube, là je fais référence à la campagne précédente, c'est un petit clin d'œil sympa pour les joueurs. Prends note sur le journal de recherche du démarrage du nouveau test. Prête à consigner toutes les étapes de son déroulement. Donc je parle d'Amicia, j'intègre ce PNJ que les joueurs connaissent et je lui donne un rôle à ce moment-là. Eleanor, tu es l'inventeur du prototype et l'ingénieur alchimiste à la tête de ce projet secret. Il te revient d'activer les différents leviers qui libéreront la radiance contenue dans la sphère et de régler le débit de diffusion en fonction des calculs de ton frère. À toi de me dire comment tu t'y prends et ce que tu ressens dans ce grand moment, même si c'est déjà le 13e test. Et là, ça y est, je redonne la main au joueur, mais vous voyez avec ce script, je lui donne des leviers. C'est pas juste, bon, ben, qu'est-ce que tu fais? C'est tu vas pouvoir faire un peu ce que tu veux, c'est ta machine, tu vas inventer, mais en même temps, oui, 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 d'accord. Vous pouvez sortir maintenant? Voilà. Mes enfants ont fait éruption dans la pièce. Allez, j'aurai la flemme de couper au montage. Continuons. Donc vous voyez, je lui donne des leviers et je lui demande aussi de me dire ce qu'elle ressent dans ce moment d'effervescence tout en lui disant que c'est le 13e test. Donc ça a déjà échoué plusieurs fois. Ça lui donne des éléments pour peindre un petit peu ce qu'elle a fait. Elle s'en est très bien sortie, elle s'est emparée de la scène. Elle me dit ce qu'elle fait et là j'enchaîne sur la seconde étape, l'étape de stabilisation. Et donc j'ai écrit un texte dans ce cas-là. La radiance est libérée de la sphère et circule jusque dans le concentrateur qui se met en route dans un vrombissement, tandis qu'il emmagasine la radiance, créant immédiatement une surcharge d'énergie. Mais celle-ci est attendue. Et c'est là que tu entres en jeu, Alibert. Et là, je me tourne vers l'autre joueur qui est présent. Ça y est, c'est là qu'il va entrer en jeu. Sa spécialité est là pour lui. Parmi les nombreux tuyaux qui partent du concentrateur, plusieurs rejoignent d'énormes réservoirs contenant divers liquides alchimiques concoctés via le raffinement de diverses matières naturelles telles que des herbes, du minerai et autres décoctions. Ce sont tes préparations, à toi, expert de la matière et des ressources naturelles dont le but est de diffuser ces substances au millilitre près pour stabiliser la radiance et éviter la surchauffe du mécanisme et la dégradation du matériel. Donc là, je lui explique son rôle dans tout ça. Pareil, je lui donne des leviers. Et je fais intervenir le personnage, l'alchimiste en chef, Balthazar. Alibert, le concentrateur a entamé sa surcharge. Lance la procédure de refroidissement et de stabilisation selon les étapes que tu as définies. Et là, je donne la main au joueur et il va pouvoir dire ce qu'il ressent, ce qu'il fait exactement. Il est libre. Après tout, ce sont ses décoctions, comme je l'ai dit. Puis on passe à la troisième étape. Scripté, bien sûr, plein régime. Alors que les décoctions circulent dans les tuyaux jusqu'au concentrateur, la jauge de charge et de chaleur frétille. Recule. Le concentrateur tourne à plein régime, mais contient la radiance. Encore quelques secondes avant que la radiance soit sécurisée pour être libérée dans les mécanismes test. Eleanor, Alibert, jamais vous n'êtes allé aussi loin. Que ressentez-vous? Bien sûr, il y a toute une musique qui accompagne ça, une envolée lyrique pour ajouter au dynamisme. Et je leur dis là que ça y est, ils sont peut-être en train de réussir, ils sont jamais allés aussi loin. Qu'est-ce qu'ils ressentent à ce moment-là? Je leur permets de peindre la scène avec moi. Puis, là, je change la musique, on arrive à la quatrième étape, la surcharge. Balthazar intervient. Procédure de libération de la radiance dans 5, 4, 3, 2... Quand soudain, le concentrateur s'emballe. La radiance de la sphère circule à pleine puissance dans le concentrateur dont le mécanisme de sécurité se met en route pour tenter de libérer la radiance dans l'autre sens. Mais c'est trop tard. La réaction en chaîne commence. Les jauges affichent le maximum. Peut-être est-ce encore possible de stabiliser. Vous n'êtes jamais allé aussi loin. Un échec obligerait à reprendre du tout début. Mais c'est risqué. Eleanor, Alibert, comment réagissez-vous? Que faire? Et donc là, je leur redonne la main dans un moment où là, il y a un élément perturbateur. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais diviser en phases ce moment, cet instant de laboratoire. Et donc, bien sûr, ça ne va pas marcher parce qu'il faut que la campagne démarre. Ils ne vont pas réussir à stabiliser. Et une fois que c'est terminé,
que justement tout risque d'exploser. Là, je crois que je le dis hein, dans le texte. Hein. J'explique la situation, on va passer là-dessus. Je m'explique à moi-même en fait ce que c'est que ces problèmes de stabilité. Et finalement, bon, Eleanor va tout arrêter, tant pis, parce qu'elle veut pas que ça explose. Ce qui est assez ironique quand on connaît la suite, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc, là, je passe ensuite à une autre scène et je vais pas aller plus loin que ça. Vous voyez, donc j'espère que je vous ai pas ennuyé à vous refaire cette scène-là. Ça vous a peut-être épargné à la lecture. Ça, c'est une scène où il y a vraiment du script avec des choses que je lis, ou en tout cas que je déclame, mais c'est vraiment une exception qui confirme la règle. Ça n'exclut pas le fait que les joueurs puissent faire quelque chose, puissent peindre la scène, et justement ce qui est écrit vise à rendre plus efficaces les leviers que je leur donne. C'est justement parce que je voulais être sûr qu'ils aient suffisamment d'éléments pour pouvoir interagir que j'ai écrit ces éléments, pour donner de la matière. Si je ne l'avais pas écrit, et si je leur avais rendu la main sans dire « bon, bah, qu'est-ce que vous faites là ?» en fait, ils n'auraient pas su quoi répondre. Donc on leur donne de la matière, on leur donne de l'exposition, on leur donne des connaissances et on rend ça dans une scène interactive, palpitante, en tout cas on essaye, et on les fait interagir. Mais encore une fois, bien sûr, vous l'avez compris, toutes les scènes, toutes les sessions ne sont pas écrites comme ça, c'est une exception et c'est le maximum du script que je vais faire en général. Voilà, j'espère que cet envers du décor aura quand même clarifié ma pensée et mon propos au sujet des scripts, que ça vous aidera à vous projeter un petit peu mieux dans le type de préparation que je valorise lorsque je parle du fait de scripter ces parties, de préparer des situations complexes, ouvertes, qui vont justement être vecteurs de pouvoir décisionnel. Si ça vous a aidé, si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien entendu, à vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, venez sur le Discord pour discuter avec nous, pour vous amuser. Il y a beaucoup de plaisanteries qui tournent. Il y a une bonne ambiance. Donc, les liens sont en description. Allez voir ma vidéo sur les scripts. Et je vous dis à très bientôt sur le Discord ou sur la prochaine vidéo. Salut à tous.